Le cercle RH aujourd'hui, et c'est un grand entretien avec le DRH d'Engie, Jean-Sébastien Blanc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Engie, alors, marque connue, l'un des leaders, si ce n'est le leader mondial de l'énergie. Alors, le gaz, on va en parler, mais avec une entreprise qui se transforme, qui mute avec les énergies renouvelables. On va bien sûr longuement en parler. Et c'est pas rien quand on est DRH et qu'une entreprise se transforme. D'abord, un mot quand même, parce que pour resituer les enjeux, le gaz était votre énergie centrale, leader. On a la crise en Ukraine. Vous avez eu Nord Stream 2, dans lequel vous étiez engagé. Il y a l'idée quand même que les 27 coupent le robinet. C'est en négociation, j'imagine que vous devez suivre ça d'assez près. Quelque part, par la force des choses, vous n'avez pas le choix que de vous transformer. Enfin, par la force des événements de l'histoire. D'abord, la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui est un traumatisme pour tout le monde et en premier lieu pour Engie. Deuxièmement, c'est vrai que le gaz, c'est notre métier d'origine. C'est une énergie dont on est fier, dont on considère qu'elle a un avenir. Et ce qui va se passer ou ce qui peut se passer en Ukraine et en Russie peut avoir un impact pour nous. Ce qui est certain, c'est que ça rend encore plus fort et légitime notre stratégie, qui est de passer vers les énergies renouvelables à très très grande vitesse. Vous l'aviez avant la crise ukrainienne, il faut quand même préciser que Jean-Pierre Clamadieu, la nouvelle directrice générale Catherine MacGregor, était déjà engagée dans cette transformation. Mais je vous repose la question, ça vous oblige à accélérer. Si tout d'un coup le gaz est coupé, on va s'approvisionner en gaz américain, enfin gaz de schiste, si j'ai bien compris. Bon, enfin, ça va tenir un temps, ça. De toute façon, l'Europe ne peut pas se passer du gaz russe en 48 heures. Aujourd'hui, quand on voit les volumes de gaz qui sont diffusés par la Russie partout en Europe, c'est 60% de la consommation du gaz allemand. On est moins dépendant. La France est beaucoup moins dépendante. Ça n'est pas quelque chose dont on peut se passer dans la nuit. Par contre, le fait de travailler ensemble sur la capacité à être indépendant et à produire nous-mêmes notre énergie, et c'est le propre des énergies renouvelables. Le soleil et le vent, chacun en a, plus ou moins. Donc la capacité des pays à s'adresser et à comprendre cet enjeu-là, elle est critique. Et Engie est l'entreprise qui, par l'ensemble de ses compétences et de ses métiers, est à même d'accompagner cette transition-là. Alors, rappelons qu'Engie, c'est parce que peut-être la nouvelle génération ou ceux qui n'étaient pas là, et le mariage de GDF et de Suez, c'est M. Mestralet qui avait porté ce projet pour créer un leader. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques sur l'entreprise parce qu'on attendait beaucoup de vous. Et finalement, certains, même les observateurs des marchés, disent mais finalement, Engie n'a pas produit ce qu'on attendait d'elle. Est-ce qu'il y a un petit côté déceptif, même en interne, chez les collaborateurs, qui se disent, après tout, Engie, elle n'est pas devenue le leader mondial ou le numéro 1 mondial? Je pense que Engie a besoin de clarifier et de mieux expliquer qui nous sommes. Et une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous faisons une session importante avec Equans et la cession des services multimétiers au groupe Bouygues, c'est aussi pour avoir un groupe qui est plus lisible. Chauffagiste, climatisation. Ce qu'on appelle le FM, le Facility Management. Donc 72 000 collaborateurs très engagés sur une trentaine de pays, mais qui sont des métiers qui finalement avaient un rapport relativement lointain avec notre feuille de route sur la transition énergétique. Alors ça, ces 72 000 collaborateurs, c'est en négociation, c'est signé, mais là maintenant on est sur des enjeux d'organisation. Alors là, vous êtes plus DRH que de 100 000 salariés, on est d'accord. Le que me semble modeste. C'est modeste. Enfin, vous étiez auparavant, encore aujourd'hui 174 000, 170 000. Dans quelques mois, vous serez à la tête d'une entreprise de 100 000 collaborateurs, on est d'accord. Tout à fait. À la naissance, il y avait combien, plus de 200 000 collaborateurs au moment? Oui, parce qu'il y a eu la partie Suez Environnement, Lyonnaise des Eaux. Il y a eu des changements de scope et de périmètre, parce que comme vous le disiez, Suez avait un périmètre, GDF avait un périmètre. À la fin, c'est sa concentration sur le métier de l'énergie qui fait du sens aujourd'hui. Et en fait, on va être un groupe concentré sur 4 métiers. Alors justement, arrivons au fond, parce que il y a cette volonté. Il y a eu une assemblée générale, j'ai vu le 21 avril dernier, il y a 3 semaines, on est d'accord, avec des messages assez forts de Catherine MacGregor, avec l'idée quand même de recentrer autour de vos métiers. C'est quoi les 4 priorités? Parce qu'on voit bien les enjeux, on l'a évoqué, le solaire, l'éolien, notre souveraineté énergétique. C'est ça l'enjeu finalement. L'enjeu, si vous voulez, c'est que nous soyons un des leaders, sinon le leader de la transition énergétique. Concrètement, aujourd'hui, Engie est un des groupes qui produit le plus d'électricité dans le monde. Et nous produisons de l'électricité par différentes sources.
Nous avons du nucléaire en Belgique, nous avons du gaz, nous avons encore quelques centrales à charbon au Chili, nous avons... Bientôt la fin, hein. Bientôt la fin. Et nous avons pris un engagement, c'est notre raison d'être, ça a été voté par nos actionnaires, c'est compris par nos parties prenantes, qui est de dire en 2045, nous serons dans la neutralité carbone. Ça veut dire une capacité à investir, développer des compétences et des moyens de production pour être sur l'éolien, en mer, en terre, le solaire, l'hydro, et arriver à faire switcher ce portefeuille étape par étape, intelligemment, en relation avec les gouvernements, en relation avec les parties prenantes, en relation avec nos syndicats. Donc Jean-Sébastien Blanc, désintoxiquer des énergies fossiles, dont le gaz, dont vous me disiez au début de l'entretien que Engie, en tout cas, croyait encore au gaz. Complètement. Jusqu'en 2045. Nous sommes gaziers première langue. Et oui, c'est votre métier. Et je vais même plus loin, après 2045, parce que dans le gaz, vous avez aujourd'hui le gaz fossile, oui. Mais le gaz du futur, c'est le biogaz, c'est le gaz qui est fait localement à partir notamment de la réutilisation d'un certain nombre de déchets, et notamment les déchets issus de l'agroagriculture. Donc la méthanisation. La méthanisation. Nous avons énormément de projets dans ce sens-là. Nous avons aussi une feuille de route. Et le gaz du futur, ça peut être celui-ci, mais ça peut être aussi le gaz produit à partir d'hydrogène vert. L'hydrogène est le vecteur de demain. Il y a la biomasse, il y a la méthanisation qui sont des enjeux. Vous engagez sur l'hydroélectrique, l'éolien. Juste d'un mot, parce que Engie pèse très lourd. Vous êtes une entreprise qu'on écoute. On voit quand même des réticences des citoyens à l'égard de l'éolien et même de l'hydroéolien, des éoliennes en mer, avec des associations, avec des recours, et vous les subissez d'ailleurs. On pourra avancer sur cette question, parce qu'on entend bien le discours de dire on a du vent, on a du soleil, utilisons cette énergie qui est gratuite, sauf que les citoyens, en tout cas pour l'éolien, n'en veulent pas. Est-ce que ça, c'est aussi, pour votre stratégie dans les nouveaux métiers, une difficulté ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette réticence par rapport au solaire ou à l'éolien est très différente selon les pays. Oui. Elle est très différente selon la perception qu'on a des enjeux climatiques et d'énergie. L'Espagne avait des réticences jusqu'au moment où ils ont eu un très gros blackout pendant plusieurs jours. Et ils ont compris que l'enjeu énergétique n'était pas un enjeu du passé, mais un enjeu du futur. Ouais, c'est quand il n'y a plus de courant qu'on se dit Je pense tout, qu'en France, la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, va changer beaucoup de choses sur la compréhension de cet enjeu-là. Et nous avons, nous, une responsabilité. Nous avons déposé un label qui s'appelle TED, en relation avec Bureau Veritas, qui consiste à avoir une méthodologie d'acceptation, de dialogue, de relation avec les parties prenantes sur un territoire. Le maire, les citoyens doivent comprendre les possibilités et les enjeux positifs de nos projets. Et nous avons une vraie méthodologie, un vrai savoir-faire. Au global, nos projets sont souvent très bien acceptés et accueillis par les populations dans le monde, par les autorités publiques et locales, parce que nous avons cette capacité à le faire mieux que les autres et à mieux l'expliquer. Alors, recentré sur 4 métiers, on va parler quand même de... J'ai vu des accords dans le cadre d'un dialogue social régénéré, accord mondial avec des syndicats étrangers, mais aussi avec les syndicats français, parce qu'il y a aussi l'idée quand même de maintenir des collaborateurs, de les engager dans une entreprise qui se transforme. Et ça, c'est vous qui êtes en première ligne sur cette question. C'est-à-dire, comment on maintient des collaborateurs, comment on les engage dans une entreprise qui est en totale mutation et qui dit attendez, ces métiers-là, on arrête, celui-ci, on hésite, et puis on va... Ça veut dire que les salariés se disent mais attendez, à quelle sauce on mange, pour le dire un peu simplement. Comment on fait là quand on est DRH? Quels sont les messages que l'on passe? Comment on dit les choses? Ça tombe bien parce que ma passion, c'est la cuisine. Donc, vous voyez, je ne le savais pas, ça, vous voyez. J'avais travaillé le dossier, mais je ne savais pas que la cuisine était votre passion. Non, vous avez raison. Il y a plusieurs ingrédients pour réussir ça. Le premier, c'est d'avoir une vision claire de là où on veut aller. C'est la raison d'être. Et nos collaboratrices et nos collaborateurs, et on le mesure dans nos enquêtes d'engagement, adhèrent énormément à notre raison d'être. Quand on leur explique que notre travail à nous, c'est de contribuer à ce que la planète soit meilleure par une énergie décarbonée, renouvelable et accessible à tous. Ça a du sens. Ça a du sens. Et c'est d'ailleurs un élément d'attractivité très important. Moi-même, vous l'avez dit, j'ai rejoint Engie il y a un peu plus d'1 an. Quand Engie m'a appelé, quand on a commencé à discuter, le fait d'être contributeur de ce projet-là, pour vous, personnellement, pour moi, personnellement, c'est une motivation. Donc, ce n'est pas que les jeunes générations qui sont intéressées. C'est pas la génération Z. Exactement. Les collaboratrices et collaborateurs qui sont depuis 30 ans et qui sont extrêmement loyaux à Engie, qui viennent de Suez ou de GDF, portent ce message-là
et y croit. Ça existe encore, les Suez GDF? Excusez-moi, je ne suis pas à Non. l'intérieur de l'entreprise, Non. mais il y a un peu comme, vous savez, quand on associe les deux couleurs, c'est les bleus, c'est les rouges. Non, Ça n'existe plus. Vous avez réussi à la créer, cette entreprise? non, je pense d'abord, chacun a son métier, et ça c'est important. Donc les gens de GDF, ex-GDF, ont leur métier de gazier, et un peu partout dans le monde, on a ceux qui sont plutôt du gaz, qui viennent plutôt de l'électricité, etc. Mais globalement, Engie est une entreprise intégrée, et qui va l'être de plus en plus, parce que notre succès vient et viendra de notre capacité à travailler avec des compétences multiples sur des projets complexes. Alors, pour le relier aux enjeux de transformation, Equance, c'est quoi, 7 milliards qui vont vous permettre de récupérer de l'argent frais. Mais j'ai vu qu'il y avait un plan d'économie de 600 millions d'euros, peut-être me trompais-je, mais comment vous réinventez l'entreprise? Comment vous la disposez? Est-ce que vous maintenez vos effectifs? Est-ce que vous dites on n'a plus tout à fait besoin de ceux qu'on avait aujourd'hui, mais il faut qu'on aille chercher des ingénieurs, de la data, de l'algorithme? Je ne sais pas. Et ça vous oblige à flécher vos stratégies de recrutement. Vous en êtes où, là, sur ces sujets-là? Alors, d'abord, notre stratégie est une stratégie de croissance. Donc nous n'avons pas d'inquiétude structurelle par rapport à l'emploi, parce que nous sommes sur des métiers en croissance, nous sommes sur des métiers sur lesquels il y a des besoins. Et en fait, je pense que c'est même la première fois de ma vie en tant que DRH que je suis dans une entreprise qui n'a pas de problème de marché. D'accord. Donc ça, c'est formidable. Parce qu'un DRH, parfois, il est obligé de se séparer de collaborateurs, et ce n'est pas la partie la plus agréable. Je suis passé par l'automobile, Oui, j'ai vu. on sait ce que c'est. Ouais. Voilà. Engie a cette chance d'être un leader sur un marché en croissance, où à la limite, notre problème à nous, c'est d'être sélectif sur les pays, donc d'être capable de réfréner nos appétits. Vous réduisez, là, hein. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de réduire, on est en train de se concentrer. On est en train de se concentrer en se disant, on a 4 métiers prioritaires, on a une trentaine de pays, dont 7 ou 8 sont extrêmement importants, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Brésil, le Chili, les États-Unis. Donc, en mettant le paquet, si vous me passez l'expression, financièrement et d'un point de vue humain, c'est là où on va y arriver. Et vous parliez des 7 milliards d'euros qui va être le produit de la cession de Equance. Nous avons un plan d'investissement de plus de 15 milliards d'euros sur les 3 prochaines années, uniquement en investissement de croissance. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, aujourd'hui, nous produisons de l'électricité renouvelable, l'équivalent de 30 gigawatts. Alors, pour nos téléspectateurs, 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Donc, on a l'équivalent de 30 centrales nucléaires en énergie renouvelable. En 2030, ce sera 80 gigawatts. Donc, nous allons construire, dans les années à venir, l'équivalent de 50 centrales nucléaires en énergie renouvelable, solaire, hydro, éolien. Juste parenthèse, parce que ça c'est un sujet évidemment auquel sont confrontés les collaborateurs sur le terrain. Vous êtes aujourd'hui et vous vous orientez, malgré la puissance de feu d'Engie, sur un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Oui, d'abord, ça nous plaît, puisque la concurrence, ça vous challenge, bien sûr. La concurrence, c'est ce qui nous fait grandir et progresser tous les jours. La deuxième chose, c'est que le fait qu'il y ait de la concurrence nous montre qu'on avait eu raison avant tout le monde et qu'on a raison d'aller sur ces marchés. La troisième chose, c'est qu'on sait faire des choses que personne ne sait faire. Nous maîtrisons les réseaux de distribution, nous maîtrisons les énergies renouvelables, éoliennes, solaires et hydro. Les réseaux de chaleur. Nous maîtrisons les réseaux de chaleur, nous maîtrisons les services aux entreprises. Le deal que nous avons fait avec Forestia, par exemple, il est très illustratif. Une grande entreprise qui a plus de 200 usines et qui dit « moi, je veux passer à l'énergie décarbonée ». Eh bien, on vient, on les aide à améliorer la performance énergétique de leurs usines, on les aide à avoir des équipements solaires sur leurs usines, et ce n'est pas eux qui payons, c'est pas eux qui payaient, et nous leur fournissons une énergie renouvelable. Donc, on a un ensemble de services, et on est les seuls à pouvoir faire ça. On est les seuls. Et avec les forces en interne. Parce que c'était avec ma les question. compétences en interne. Vous n'êtes pas en train de vous dire il faut qu'on aille quand même chercher de la compétence à l'extérieur. Vous les avez. On les a. Après ça, quand on se développe dans un pays, forcément avec la croissance, on va recruter ou réallouer des ressources. Bien sûr. Mais fondamentalement, c'est notre métier. Nous savons le faire très bien, mieux que beaucoup d'autres, et nous accélérons. C'est pour ça que c'est assez confortable. Ouais. C'est assez pour confortable vous, en tout cas, parce qu'en fait, si vous voulez, on n'a pas à découvrir des choses, on a à les accélérer. Donc c'est des enjeux de recrutement, de formation, mais quand nous approchons des collaboratrices, des collaborateurs en leur disant on va se développer dans le Chili, ils le savent, ils le comprennent, ils savent en parler aux candidats. Ça veut dire qu'il y a des pays que vous allez, sur lesquels vous allez lever le pied, c'est lesquels par exemple là Clairement, par exemple, nous sommes sortis de la Grèce, nous sommes sortis de la Croatie, nous sortons d'un certain nombre de pays en Asie où nous n'avions pas la taille critique. Gouverner, c'est peser, quoi. Gouverner, c'est choisir. Et dans le management, savoir renoncer est parfois plus important que savoir accepter. C'est vrai. C'est la base. C'est très intéressant. Engie Care, parce que ça concerne le DRH, parce que Catherine McGregor évoquait la joie
qu'elle a eu de signer cet accord mondial. Ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des syndicats français ici, parce que c'est évidemment une émission qui parle du dialogue social. Mais là, avec la taille de votre entreprise, qui est un groupe mondial, vous signez des accords mondiaux. Oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Juste d'un mot, parce que ce n'est pas une anecdote. Vous aviez auparavant, comme DRH, signé des accords mondiaux avec ces syndicats, alors IBB, Industrial Global Union, ISP syndicats, qui sont des syndicats que nous, en France, on ne connaît pas. On connaît évidemment les traditionnels FO, CGT, CFDT et quelques autres. Comment ça se passe quand on signe un accord avec des syndicats internationaux mondiaux comme cela ? En fait, ce sont des regroupements de syndicats nationaux par métier. Et ils ont un rôle extrêmement important parce qu'ils sont capables de porter la voix des travailleurs branche sur l'ensemble mondiale, du globe. En fait, c'est Voilà, ça. c'est ça. Donc par très très grand métier, ce sera les travaux publics, Oui, j'ai vu ça, ce sera les mondes de l'énergie. Et en fait, si vous voulez, nous avons l'ambition dont j'ai parlé, qui est l'ambition sociétale par rapport au développement du renouvelable. Elle se conjugue avec une ambition sociale très forte. D'abord, il y a cette culture de dialogue social chez Engie qui existe depuis toujours. Mais ça vient de GDF, non ? Il y a un peu une tradition, parce que GDF est issu de 45. Oui, mais ça vient, je pense que ça vient aussi d'une façon de considérer que le dialogue social, et Catherine MacGregor le dit très bien, c'est un levier de performance. C'est-à-dire que quand on embarque par le dialogue social avec les collaborateurs, eh bien, on va plus loin. Et pour répondre à votre question, je pense qu'on est un des rares groupes mondiaux à signer un accord global sur le monde entier pour donner des garanties sociales, notamment par rapport à la maternité, par rapport au congé parental. 14 semaines de congé paternité, 14 semaines et un congé paternité de 4 semaines, entièrement rémunéré. Entièrement rémunéré. Et avec un capital aussi en cas de en cas de décès, en cas d'invalidité. Extrêmement protecteur. Par exemple, ça s'appliquera au Chili, par exemple. Ça s'appliquera au Chili. Donc en fait, ces droits-là. Pour un certain nombre de pays comme la France, l'Allemagne et la Belgique, ça n'est pas un accord. Par contre, pour toute une série de pays, et c'est pour ça qu'on a dit aux partenaires sociaux, ils étaient d'accord qu'on va se donner plusieurs années pour le faire, parce qu'il faut trouver des couvertures d'assurance, il faut savoir le mettre en place, mais c'est pour moi une façon de faire passer un message très clair, c'est que nous voulons des collaborateurs engagés, mais la meilleure façon de les engager, c'est de leur montrer, et c'est le nom du programme, Care, c'est de leur montrer que l'entreprise tient à eux. C'est vertueux pour la planète, parce que c'est un peu finalement la punchline peut-être sur laquelle vous êtes en train de travailler. Je dis ça parce qu'on voit Total, qui est quand même l'entreprise du pétrole, qui est en train totalement de muter dans la couleur de ses logos, dans la manière dont elle s'exprime, et qui est en train de changer de nom, pour nous dire, on fait aussi du renouvelable, on est tourné vers l'énergie. Vous, le DRH, et j'imagine les membres du COMEX, ça doit parfois un peu agacer de voir les entreprises 100% pétrolières et gazières, qui sont en train de doubler des entreprises qui, comme Engie, depuis longtemps, avant même la crise ukrainienne, disaient il faut se séparer des fossiles, il faut partir vers les énergies renouvelables. Ça vous agace un peu, ça, cette espèce de jeu de mastodontes qui se regardent de leur tour de la défense? Vous n'y êtes plus, je crois. Vous avez... on est encore à la défense jusqu'en 2025. Mais c'est bientôt... Mais je vous l'ai dit, ça montre que Engie a eu raison très tôt, qu'on a commencé à sortir du charbon il y a très longtemps, que nous avons donc une longueur d'avance et qu'aujourd'hui, nous sommes très loin devant les différents noms que vous avez cités en termes de capacité d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, en termes de capacité installée, 30 gigawatts, 80 dans quelques années. Donc c'est le faire savoir qui est important pour vous, c'est de le dire. Parce qu'on a l'impression que ces entreprises sont gigantesques et produisent plus d'énergie que vous. Oui, mais c'est aussi de se dire, bienvenue, parce que à la fin, on a tous un enjeu qui est plus grand que nous, qui est l'enjeu du réchauffement climatique. Donc bienvenue à Total, bienvenue à toutes ces entreprises. Et en fait, on voit une transformation fondamentale du business en général. L'agenda du réchauffement climatique dans les entreprises était un agenda secondaire il y a encore 4 ou 5 ans. Et maintenant est un agenda, c'est la première ligne sur l'agenda des CEO, quel que soit leur métier. On a parlé du dialogue social. Vous avez évoqué à plusieurs reprises cette raison d'être qui semble être vraiment votre colonne vertébrale, qui va finalement dynamiser l'ensemble de l'entreprise. Et puis, il y a évidemment toute la transformation d'une entreprise. Il faut en parler. Il y a eu le télétravail. Alors là, en l'occurrence, ce n'est pas la crise ukrainienne, mais c'est la crise Covid. On a hybridé, on a fait du full remote au début. Et puis, je le disais, ce n'est pas une anecdote. Le quartier de la Défense, vous y étiez. En 2025, la tour Engie, vous n'y serez plus. Je crois que vous avez un site à la Garenne-Colombe. Un campus. Un campus, pardon. Un campus, plus à plat, peut-être plus écologique, je ne sais pas. Complètement. Symboliquement, ça veut dire quoi? D'une entreprise qui est en hauteur,
qui est un mastodonte qui domine Paris, à une entreprise plus étale. Ça dit quelque chose quand même. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, comme vous le disiez très bien, sur la verticalité, l'horizontalité. Un campus qui sera plus vert, qui sera en neutralité énergétique, donc quelque part une façon de montrer notre savoir-faire, mais aussi une façon de vivre et de travailler différemment. Finalement, quand on regarde le Covid, mais comme la guerre en Ukraine, il n'y a pas de nouvelles tendances. Ça accélère énormément des tendances qui existaient déjà auparavant. Oui, c'est vrai. Et le télétravail était déjà une tendance. Le fait de vouloir travailler différemment et d'avoir des rôles managériaux différents, eh bien, tout ça, ça a été accéléré par la crise sanitaire. Donc ça veut dire que, pour le dire concrètement, je suis allé à la Défense il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que c'est un quartier un peu fantôme, c'est-à-dire qu'une partie de vos collaborateurs de la Tour sont en télétravail. Une partie des collaborateurs de la Tour sont en télétravail. Depuis la levée des mesures sanitaires, depuis 4-5 semaines, on voit du monde dans les couloirs, dans les rues, dans les transports en commun, et c'est très agréable à voir à quelle vitesse la défense revit. Je pense qu'il ne faut pas condamner trop vite parce que notre entreprise a une position qui est très claire. Nous sommes grégaires, nous travaillons sur des projets collectifs complexes et ça suppose une capacité à travailler physiquement ensemble, partout dans le monde. Avant de nous quitter, on est sur une guerre en Ukraine dont on nous dit qu'elle va durer. Je le redis, un accord potentiel d'arrêt de fourniture de gaz. Pour qu'on soit bien clair, parce que j'imagine que vos collaborateurs doivent vous poser la question, en tout cas cette question doit remonter de la base, comme on dit, c'est le gaz terminé en 2045, puisque vous êtes fixé des objectifs extrêmement importants, ou est-ce que vous continuerez toujours à être une entreprise gazière? Parce que c'est un peu la question que les salariés se posent et que les Français qui vous regardent se posent. Vous serez 100% énergie renouvelable ou vous garderez encore, parce que c'est l'histoire de l'entreprise, du gaz? Nous sommes convaincus que le gaz fait partie des énergies du futur. Donc vous la maintenez dans les énergies du futur? Mais avec cette condition que le gaz devienne renouvelable. Donc un gaz qui soit non pas des énergies fossiles, qui ne viennent pas de Russie, mais des énergies renouvelables, qui ne viennent pas de Russie. Donc c'est ça la feuille de route, c'est ça notre enjeu. Et après ça, dans le métier du gaz, il y a des maîtrises, notamment sur ce qui concerne le transport, les gazoducs. Oui. Il y a des maîtrises de compétences qui vont servir potentiellement sur l'hydrogène. L'hydrogène sera l'énergie du futur. C'est l'hydrogène. Vous misez sur l'hydrogène parce qu'il y a, vous l'avez remarqué, il y a un débat sur les voitures électriques, sur les constructions de batteries. Des grandes usines se construisent au nord de la France. Vous faites un choix pas disruptif, mais un peu en disant, nous, on part sur l'hydrogène. Donc vous êtes en train d'avancer sur cette technologie. Complètement, complètement. Mais l'automobile aussi, j'en viens, le ferroviaire, l'aéronautique, l'hydrogène sur le moyen terme. Aujourd'hui, c'est les batteries pour l'automobile. Aujourd'hui, c'est les batteries. C'est la batterie qui domine. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, on est sur des étapes. Et de même que je n'oppose pas le nucléaire à l'éolien ou au solaire, la réponse va venir d'un ensemble de solutions. Oui. L'hydrogène va être très important. On est aujourd'hui en train de travailler avec le Chili pour produire de l'hydrogène vert à partir du solaire, qui va être transformé en un liquide. Qui sera l'ammonia, transporté par bateau en Belgique pour être consommé. Donc, demain, l'hydrogène liquéfié ou de l'hydrogène transformé en un vecteur chimique. Demain, vous allez voir apparaître, aujourd'hui c'est du pétrole qu'on transporte d'un pays à un autre, nous allons voir apparaître des cheminements énergétiques très différents. L'élément commun, c'est que finalement, l'énergie solaire, elle est aléatoire. La capacité à transformer l'énergie solaire aléatoire en énergie stockable, c'est l'hydrogène vert. L'hydrogène va être le vecteur énergétique du futur dans toutes les industries. Ouais, le soleil devient un outil qui permet de fabriquer donc vous avez misé sur l'hydrogène. C'est une question un peu traditionnelle pour les DRH de grands groupes qui viennent sur notre plateau, parce que c'est vrai que c'est tellement gigantesque d'avoir encore la main sur 170 000, bientôt 100 000, mais c'est quoi la journée là, après l'émission de télévision? Qu'est-ce que fait le DRH d'Engie? C'est quoi la journée d'un DRH d'un grand groupe? C'est de parler aux DRH des business units, parce que vous avez évidemment une grande équipe, vous avez des DRH par business unit, j'imagine. Comment ça se passe? Vous êtes le chef des DRH? En fait, bon, je suis DRH en chef, mais la première partie de mon métier, c'est de bien comprendre le business et d'être membre du comité exécutif. Oui. La deuxième partie de mon métier, c'est que mes journées soient toutes différentes, de façon à ce que j'ai un mélange de contact avec le terrain, un mélange de management de mes DRH et un mélange de
comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur les sujets du futur, notamment les compétences. Ça veut dire tremper le thermomètre, pour le dire simplement, pour avoir des remontées aussi de vos collaborateurs, de vous dire on est dans la bonne stratégie, on fait les bons choix. J'imagine que vous avez des remontées là, aujourd'hui. Tout à fait. Donc les gens en fait, sont... le métier d'un DRH, c'est la phrase de René Char, c'est penser en stratège et agir en primitif. Agir en primitif, qui est une très très jolie phrase. Merci de nous avoir rendu visite, Jean-Sébastien Blanc. Vous êtes encore jusqu'en 2025 dans la Tour de la Défense, il faut le préciser, mais ensuite la Garenne-Colombe dans le campus vert et vertueux. Et vertueux. Énergie positive, si j'ai bien qui compris. sera une très très belle image de l'entreprise, avec des collaborateurs qui seront fiers d'être dans un environnement qui correspond à notre volonté de développement durable. C'est un vrai plaisir de vous accueillir et de découvrir finalement les stratégies de cette entreprise qui est en train de se transformer de fond en comble, ou presque, parce que vous avez maintenu le gaz et l'hydrogène. Vous êtes le DRH chez Engie, 170 000 collaborateurs. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et c'est tout de suite.